Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. 2 heures d'émission, vous le savez, 10h30, midi et demi. C'est un plaisir de vous retrouver. Pour participer à l'émission, vous appelez. Vous êtes très très nombreux en ce moment à appeler au 0826 300 300. Nous battons des records et j'en suis très 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 heureux. De nombreux invités ce matin et parmi eux, dans un instant, Robert Ménard, maire de Béziers. À 12h05, je recevrai aussi Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Après les émeutes, les condamnations tombent, souvent de la prison ferme. 30% des prévenus sont mineurs. Fermeté de la justice, témoignage d'un avocat qui défend des émeutiers en comparution immédiate. 11h midi, débat après les émeutes. Quelles sanctions pour les familles des délinquants condamnés? Faut-il sanctionner les familles? Sanctions financières, expulsion d'un logement social. Invité Arnaud Robinet, le maire de Reims, et Razi Hamadi, ancien député socialiste de Seine-Saint-Denis, Montreuil et Bagnolet. Parlons vrai chez Bourdin. Pour écouter l'émission en direct, ce n'est pas compliqué. À Paris et en région parisienne, 99.9, sur l'application Sud Radio, sur le site sudradio.fr, Facebook Live, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, et puis les podcasts, évidemment, sur le site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Dans quel monde on vit? Félix Mathieu, bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Faut-il couper les réseaux sociaux quand la situation s'emballe, comme lors des récentes émeutes? L'hypothèse évoquée par Emmanuel Macron hier provoque de grandes réaction et parfois réticence. Nous devons mener une réflexion sur les réseaux sociaux, sur les interdictions à mettre en place, selon des propos rapportés d'Emmanuel Macron devant 250 maires de communes touchés par les émeutes hier. Et le chef de l'État de préciser sa pensée: quand les choses s'emballent, il faut peut-être se mettre en situation de réguler ces réseaux sociaux, voire de les couper. Bien avant d'envisager publiquement une telle possibilité, Emmanuel Macron avait commencé déjà la semaine dernière par montrer du doigt ces réseaux sociaux et applications. C'était après 3 nuits d'émeutes et de pillages vendredi dernier. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Couper les réseaux sociaux, l'hypothèse désormais envisagée par le président provoque une levée de boucliers dans les oppositions, à gauche comme à droite, comme en Chine, en Iran ou en Corée du Nord, commente le président des députés LR, Olivier Marleix. Le pays des droits de l'homme ne peut pas s'aligner sur les grandes démocraties chinoises, russes et iraniennes, ironise le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Alors ce matin, le ministre de la Transition écologique temporise sur LCI, Christophe Béchu. Le poids des réseaux sociaux a été évoqué et ce serait pas responsable quand on est en charge de ne pas se demander dans quelle mesure ça a pu contribuer ou accentuer une partie des difficultés. C'est pas l'annonce d'une loi de censure en aucune manière. Ça n'était ni l'esprit ni les propos du président. En tout cas, hier au Sénat, le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, a proposé de mettre en place un groupe de travail au Sénat sur le rôle des réseaux sociaux comme amplificateur des violences. Promesse en échange du retrait d'un amendement LR qui envisageait de faire supprimer dans les 2 heures les contenus en ligne incitant à la violence. L'objectif étant de peaufiner suffisamment le texte éventuel pour s'assurer qu'il survive à l'examen du Conseil constitutionnel. Bien, il est 10h33. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Vous étiez à l'Élysée hier, vous étiez parmi tous les maires qui ont rencontré Emmanuel Macron. Vous avez évoqué cette question des réseaux sociaux, qu'en pensez-vous? Il en a parlé. Il en a parlé, oui. Il en a parlé avec hésitation, parce que tout le monde sent bien que c'est un sujet compliqué. Oui. Et moi, je suis... Mon poil se hérisse à l'idée de ceux, vous savez, qui savent mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. D'abord, moi, attendez, j'étais le patron de Reporters Frontières pendant 25 ans, je me suis battu pour la liberté de la presse, j'ai vu ce que ça donnait, le contrôle des réseaux sociaux dans un certain nombre de dictatures, et spontanément, évidemment, je me dis, il faut pas le faire. En même temps, attendez, oser comparer la France et je sais pas quoi, et la Corée du Nord, l'Iran ou la Chine, c'est juste de la connerie, c'est pour faire le mariole et pour avoir trois reprises sur Internet d'ailleurs. Et en plus, la bonne question, c'est même pas celle-là. C'est techniquement,
Comment c'est faisable? Comment c'est faisable? Comment aujourd'hui tu peux, France tout seul, chef de l'État, supprimer TikTok pendant un moment? Et en même temps, c'est vrai que ça a servi de relais et tout. Moi, vous savez, que je suis sorti de l'Élysée en me disant, honnêtement, il n'y avait pas vraiment de solution. Les seules choses qu'il a dites concrètes, c'était que, alors ça m'intéresse comme maire, c'est qu'il y aurait un fonds pour pouvoir reconstruire des bâtiments et qu'on nous emmerderait pas avec des permis de construire et tout ça. Ça, c'était positif. Personne ne peut, sur le reste, sur ça, comme sur d'autres questions, il n'y a pas de réponse. Mais attendez, honnêtement, quelle réponse? Moi, je me suis dit... quelle réponse? Attendez, moi, je me suis dit, je suis à sa place. Demain, tu es chef de l'État. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Et je me dis, parce que j'ai vu, moi je lui ai posé 2 ou 3 questions, mais sur des trucs précis, sur des angles précis qui règlent pas tous les problèmes. Vous savez, je lui ai demandé pourquoi la police municipale, par exemple, je vais pas raconter tout, mais la police municipale, elle avait pas le droit de voir les fichiers de voitures volées, qu'elle pouvait pas demander un papier d'identité, elle a pas le droit. Elle peut pas faire ouvrir un coffre. Je lui ai dit, il faut pas rigoler. Attendez, elle est en première ligne, nos polices municipales, et on leur donne pas les moyens. Mais ça, c'est des choses ponctuelles. J'ai parlé d'autres choses, mais les deux questions de fond, qui étaient en filigrane derrière toutes les questions, c'est quoi? C'est les problèmes d'autorité à l'école et à la famille, mais en même temps, comment tu rétablis l'autorité à l'école? Monsieur Bourdin, quand j'ai 70 ans, quand je vais dans une classe, aujourd'hui, je remarque la classe où les gosses se lèvent et la classe où l'instit demande aux enfants de se lever. Je vous dis, l'autorité, elle n'existe même plus là. Dans les familles, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et puis l'autre question, d'ailleurs quand je suis intervenu, ça a fait, c'est un des moments qui n'ont pas été très consensuels dans ces 4 heures avec le chef de l'État. Vous savez, il parlait de la politique de peuplement. Alors moi, vous savez, moi, je sais pas, je m'imagine comme vous. Politique de peuplement. Oui, on comprend pas. Ouais. Ça veut dire l'immigration. Mais le mot, il fallait pas le prononcer. J'ai prononcé le mot, t'avais tous les élus de gauche, et il y en a, vous savez, t'as des maires de gauche et tout ça, les écolos, c'est les plus foufeux dans ce domaine-là. Enfin, ce sont eux qui appellent la police, quand même. Ouais, attendez. Au secours, hein. C'est eux qui étaient contre les polices municipales, qui étaient contre la vidéoprotection, et qui trouvent maintenant, on a besoin de police et il faudrait plus de caméras. Mais pour revenir, je dis, tu parles d'immigration, il s'agit pas de montrer du doigt les immigrés, mais il s'agit de dire, on a des chiffres dans les quartiers de la politique de la ville, les quartiers dont on parle, dans des quartiers, j'ai le chiffre, parce que je vais vous le donner, parce que il est important. Il y a 23% d'étrangers. Dans ces quartiers-là, il y a plus de 29% d'immigrés. Tu peux être étranger, d'origine d'étrangers ou d'origine étrangère? D'immigrés. Des Français ou non? Des étrangers. Il y a 23% d'étrangers. C'est pas moi qui le dis. C'est les études officielles. Tu te dis, c'est peut-être pas sans poser des problèmes. Même hier, le chef de l'État, à un moment donné, je suis étonné qu'on l'ait pas relevé. J'ai écouté, vous savez, je prenais des notes comme un ancien journaliste que je suis. À un moment donné, il parle de la violence, les mineurs et tout. Oui, parce que évidemment, moi j'ai posé une question, vous savez, sur comment ça s'appelle, l'excuse de minorité. Les gens, ils le savent peut-être pas, mais aujourd'hui, la loi, si tu as moins de 18 ans, si vous êtes condamné à 5 ans de prison, automatiquement le mineur est condamné à la moitié. Je me suis posé la question, et je lui ai posé la question, plus exactement, au Chalédien, en disant, est-ce que c'est bien d'actualité? Mais sur les étrangers, pour la première fois, je l'ai entendu dire un truc énorme, il a dit, ah oui, mais il y a beaucoup de mineurs, très bien, et tout ça. Il a dit d'ailleurs, dont beaucoup de mineurs non accompagnés. Attendez, il y a 1 an, tu disais, il y a des problèmes de délinquance et t'aurais associé le mot délinquance aux mineurs non accompagnés. Je dis pas que tous les mineurs non accompagnés sont des délinquants. Mais moi, je sais les chiffres à Montpellier, par exemple. Évidemment, il y a une corrélation. Il y a beaucoup plus de violence, de délinquance chez les mineurs non accompagnés que chez les autres. Alors, on peut trouver des raisons et tout, mais c'est la réalité. Je dis, tiens, peut-être que le réel, la vraie vie, ce que tu vois, ce que moi je vois comme maire, ce que j'ai vu pendant ces 5 jours-là, peut-être que ça remonte jusqu'à l'Élysée. Ça, c'est positif. Mais ensuite, qu'est-ce que vous voulez mais Robert, revenons à Béziers. Moi, j'ai vu à Béziers, il y a eu comme ailleurs des destructions. À Béziers, vous avez le quartier de la Devèze, que je ne connais pas bien.
Il faudra d'ailleurs qu'on y aille ensemble. Volontiers, je vous invite quand vous voulez. Vous m'emmenez, j'irai voir. Le quartier, moi je connais d'autres quartiers populaires, hein, mais le quartier de la Devèze, vous avez essayé d'installer, de redonner une vie à ce quartier de la Devèze. Attendez, allez, oui. pardon. Comment ça s'est passé lors des émeutes? Il y a eu ce nihilisme autodestructeur, comme le dit Cohn-Bendit, j'aime bien cette expression, ce nihilisme autodestructeur qui a tout ravagé. Mais c'est un suicide. Ouais. C'est du suicide pour une partie de ces populations. Moi, je ne veux plus laisser entendre que c'est des quartiers délaissés, abandonnés. Oui. J'ai juste regardé quelques chiffres, mais je ne vais pas vous assommer de chiffres. Dans le quartier de la Devèze, celui dont vous parlez, pardon, c'est mon quartier, moi j'ai passé toute mon adolescence, donc je le connais par cœur, ce quartier. Entre 2005, c'est-à-dire le début de la politique de la ville, et 2026, quand ce sera fini, on aura investi exactement 197,5 millions d'euros. Il n'y a pas un quartier de la ville, pas plus au centre-ville qu'ailleurs, où on a investi autant d'argent. Il y a tous les services publics dans ce quartier. Il y a une mairie annexe auquel ils ont foutu le feu. Il n'y en a pas ailleurs. Le centre, comment ça s'appelle, la maison de quartier. Attendez, la maison de quartier, c'est un petit bijou brûlé du début à la fin. La mission locale d'insertion. Enfin, vous savez, ça sert à aider les jeunes à trouver un boulot. Et les jeunes du quartier, en particulier. Saccagé. À côté, le bureau de poste, absolument détruit, parce que vous savez, ils ont essayé d'arracher, de prendre l'argent dans le distributeur. C'est pour vous dire que, c'est pas des quartiers qu'on a abandonnés. On a construit 2 écoles en 3 ans. La plus belle école de Béziers, elle est là. La seule école bilingue de Béziers et de tout l'Ouest du département. Elle a été attaquée ou pas, cette école bilingue? Non. Attendez, elle a été attaquée parce qu'on avait mis des gens là, à l'intérieur de l'école. Ils ont commencé à bomber, ils se sont approchés. Dieu merci, ils ont tout brûlé, ils n'ont pas réussi à rentrer dans l'école. Mais c'est une école qui a dû nous coûter, je vous dis, 12 ou 15 millions. Et c'est l'école Samuel Paty. Elle est toute neuve. À côté, il y a une école d'État-Marie, vous vous rappelez? C'est cette école qui avait brûlé dans ce quartier. Parce que la violence, elle ne date pas d'aujourd'hui dans des quartiers comme ça. On l'a reconstruite. Et moi, je suis arrivé, mais j'étais assommé. Je me suis dit, tout ce qu'on a dépensé, tout ce qu'on fait pour ça, ces petits salopards, ils en privent la population, parce qu'il y a un centre aéré, normalement cet été, on va le faire où, le centre aéré? Au milieu de quoi? De la ruine de ça. Avant, on facilitait la vie des gens. Ils pouvaient aller dans le quartier, vous savez, refaire faire leur je sais pas moi. Mais ça, vous le dites, ce que vous nous dites ici, vous le dites à la population de ce quartier. Mais attendez, et comment réagissent les gens? Mais le problème, c'est qu'ils réagissent pas beaucoup. Moi, ce qui me tue dans ces quartiers, c'est qu'il n'y ait pas, pardon, vous allez bondir sur le mot, mais enfin, tant pis, je veux dire plus de dénonciation. Attendez, moi, je connais ce quartier, j'y ai habité. Comment tu peux voir 50 ou 80 jeunes gens habillés de noir vêtus, puisque j'ai vu les images vidéo, c'est nous qui les avons, de noir vêtus, qui rentrent chez eux à 4 heures du matin, pour certains, puant l'essence, puisque évidemment, ils l'ont manié, et il n'y a personne qui a rien vu. Personne n'a rien vu. Alors tu te dis 2 choses. Il y a la peur. Mais il y a aussi de mauvaise, néfaste solidarité. Et c'est ça, l'échec de l'immigration. Comment, à la 3e, à la 4e génération, il y a des gens qui haïssent à ce point. Donc ça veut dire que dans le quartier, plus personne n'a d'influence. Ni la religion, ni les pères de famille, ni les chefs de communauté. Plus personne n'a d'influence sur ces jeunes. D'abord, les pères de famille, si je vous donnais le taux de famille monoparentale, les femmes seules qui vivent avec leurs 3 gosses, vous savez, les pères de famille, quand cette société qui tape tout le temps sur les pères, je parle pas de l'islam et tout, je parle de nos sociétés, où chaque fois, vous savez, la famille, le papa, la maman, si tu peux casser ça. Le patriarcat. Attendez, c'est jouer avec le feu. Parce que dans des quartiers comme ça, on a besoin de pères. On a besoin de pères qui jouent leur rôle de père. Et les familles monoparentales, il n'y en a pas. La communauté, moi je vais vous dire, les communautés, les religieux,
Il y aurait certainement, dans ces quartiers, chez moi, les salafistes, honnêtement, ils sont pas des tonnes. Je pense que les gens qui fréquentent la mosquée, c'est pas ceux qui foutent le feu. Vous voyez, je le pense sincèrement. Non, un des problèmes de nos quartiers, de ce quartier, c'est que, vous savez, hier, il y a plein de maires qui disaient devant Emmanuel Macron, oui, allez, il faut vivre ensemble, il faut faire de la mixité sociale. Moi, j'ai eu le malheur de dire, alors, c'est vrai que je dis, mais attendez, personne n'en veut de la mixité sociale. De ces gens-là, pas tout le monde, de ces casseurs et une partie des plus radicaux de la communauté musulmane, ils veulent pas de ça. Moi, je racontais un truc. Alors les gens, ils sautent au plafond. Je suis le patron de l'office des HLM dans le quartier de la Devèze. Dans les cages d'escalier, il y a des cages d'escalier réservées aux Turcs et d'autres cages d'escalier réservées aux Maghrébins parce qu'ils se supportent pas. Dans d'autres quartiers où il y a une grosse population gitane, vous pouvez pas mettre une famille maghrébine. C'est quand même ça, c'est terrible. C'est tout con à dire, mais c'est ça. Le maire, moi je me coltine ces problèmes-là. Et vous savez, les grandes théories, les grands slogans, ils pèsent pas beaucoup. Hein. Robert Ménard, vous avez du temps entre 11h et midi ? Vous pouvez rester ou pas ? Oui, je peux rester avec vous. Je vous dis ça parce que j'ai un débat. Et j'ai un débat autour justement de ce qu'on pourrait faire maintenant, parce qu'il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Et j'ai un débat sur les sanctions pour les familles et les délinquants condamnés. Alors, certains disent qu'il faut sanctionner les familles. Alors, quelle sanction ? La sanction financière ou l'expulsion du logement social, ce qui est une possibilité. J'ai justement le maire de Reims, Arnaud Robinet, que vous connaissez, qui lui a mis en place un système, une convention pour tous les quartiers, où dès qu'il y a un problème, tous les intervenants dans le quartier sont réunis, et aujourd'hui ils viennent de renouveler la convention avec la possibilité d'expulser les familles des mineurs délinquants. Expulsion, vous êtes favorable à ça ? Mais oui, j'y suis favorable, mais c'est très compliqué à faire. Faut pas être langue de bois. D'abord, il faut qu'il y ait des condamnations. Oui. Or, entre le moment où le délit a lieu et la condamnation, ça peut prendre des plombes. Je vous arrête. J'ai une pub à faire. Restez avec nous, Robert Ménard. Il est 10h47. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h moins 10. Robert Ménard, un mot encore sur les expulsions. Donc, en cas dans une famille où l'enfant est délinquant, c'est possible ou pas ? C'est très difficile. On peut le faire, mais c'est très difficile. Je vais vous raconter un exemple. Il y a quelques semaines, il y a une dame, vous savez ce qu'on appelle des nourrices. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait chez elle de la drogue et de l'argent, pour dire les choses tout simplement. Donc, elle est allée en prison. Elle a pas encore été condamnée, mais elle est en détention. Son fils l'est aussi. Provisoire. Oui, mais provisoire. Et tant qu'il n'y a pas de condamnation, c'est compliqué. Et on essaye de simplifier. Moi, je discute avec le procureur en disant, attendez, on sait bien que c'est elle. Il faut qu'on prenne une sanction. Un des problèmes qu'on a, c'est pas le laxisme de la justice. C'est pas vrai, parce qu'il y a plein de juges qui sont pas du tout laxistes. Ça dépend de en ce moment, d'ailleurs, la justice semble ferme. Voilà. On va en parler dans un instant. Mais surtout, on en a parlé hier avec le chef de l'État. Il faut que ça aille vite. Vous savez, si les gens, ils voient pas tout de suite une sanction, ils se disent, elle s'en tire à bon compte. Oui. Et ça, il faut que ça aille vite. Et un des problèmes, c'est que ça va pas assez vite. Alors attendez, moi j'entends des magistrats dire, il faut se donner le temps de bien juger les gens. Oui, il faut sûrement se donner le temps de bien juger les gens, mais il faut vite pour que les gens comprennent, tu fais une connerie, t'es sanctionné. Alors, maître Rudy Albina, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Vous défendez des émeutiers jugés en comparution immédiate. C'est bien ça. C'est bien cela ? C'est bien ça. Combien de prévenus défendez-vous ? Avez-vous défendu ? Jusqu'ici 3. Jusqu'ici 3. Les peines ? Écoutez, les peines, elles ont été très variables en fonction des juges et des compositions des tribunaux dans lesquels je suis allé. C'est allé de quelque chose de très acceptable au niveau de l'individualisation de la peine et de la pression médiatique qui est actuellement exercée, à quelque chose qui est effectivement extrêmement ferme et extrêmement sévère. Extrêmement ferme et sévère. Tout dépend de quoi ? Tout dépend du magistrat ? Tout dépend véritablement du magistrat. Oui. C'est-à-dire, si vous voulez, moi j'ai eu un magistrat lors des comparutions immédiates vendredi soir. C'est une audience qui a fini à 3h du matin.
Oui. Quand on ne parle de justice rapide, pour reprendre les propos de Robert Ménard, moi j'appelle ça une justice gâchée. On ne peut pas simplement reprendre l'idée qu'on a besoin d'une sévérité pour faire comprendre, dès lors qu'on a une justice gâchée avec des procédures qui ne sont absolument pas abouties, des enquêtes qui mériteraient largement des instructions. Je vous explique. Moi, j'ai eu effectivement à défendre un jeune de 23 ans vendredi soir à Nanterre, qui était notamment accusé de détention et de transport de mortier, donc de chandelles romaines. Oui. Alors et avec un objectif, c'est la prévention, c'est l'infraction qui nécessite un élément moral, dans un objectif de pouvoir les utiliser à des fins de destruction, voire de blessure et d'intégrité. D'atteinte à l'intégrité corporelle. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on avait absolument, dans une procédure qui faisait 106 pages exactement, 106 pages pour une procédure pénale, pour les personnes qui s'y connaissent, c'est très peu. On n'avait aucun élément qui pouvait démontrer que la détention de la part de la personne que j'ai défendue était un objectif de l'utiliser dans le cadre des émeutes, pour l'utiliser sur les policiers, etc. Rudy Albina, on transporte un mortier comme ça pour le plaisir ? Pour aller au cinéma ou pour aller à la terrasse d'un café ? Pour un tournoi de foot, et c'est l'intégralité des avocats qui étaient présents lors de la comparution immédiate l'ont démontré, c'est qu'effectivement il y avait une canne interquartier et il y avait des mortiers qui avaient utilisé et acheté pour cette canne interquartier et absolument pas pour une utilisation dans le cadre des émeutes. Ah bon. Bon, donc on achète des mortiers. Bon, ben là, en l'occurrence, il a été condamné à quoi ? Alors, il a été condamné à 100 jours d'amende à 100 €. Donc, c'est-à-dire une peine de 1 000 € d'amende. Bon, c'est pas une peine très lourde. Non, absolument pas. Justement, c'est pour ça que le magistrat l'a très bien compris et a très bien jugé selon moi, parce que la procédure ne démontrait pas cette intention. Donc la justice est clémente quand il le faut et ferme quand il le faut. Alors, pas véritablement, parce qu'il y a d'autres dossiers qui ont été extrêmement compliqués. J'avais notamment défendu un homme à Créteil avec une consoeur que je connais extrêmement bien, où il y avait simplement des violences avec des jets de cailloux, et la personne a pris 6 mois de mandat de dépôt, 6 mois ferme. 6 mois ferme parce qu'il jetait des cailloux sur qui ? Contre quoi ? Sur les forces de l'ordre. Il y avait sur les forces de l'ordre. Absolument. Est-ce que la justice permet ce genre de condamnation ? La justice permet totalement ce genre de condamnation. Cela n'est pas le propos. Oui. Maintenant, il me semble évident que ces jets de cailloux auraient été faits dans d'autres circonstances. Si M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, n'avait pas dit... Justement, il a dit qu'il y avait des ordres, qu'il y avait des instructions qui étaient données. Mais est-ce que les magistrats ne sont pas hors la loi ? Non, absolument pas. Bon, c'est l'essentiel, non ? C'est l'essentiel, mais au-delà de la loi, il y a des grands principes qui dirigent notre procédure pénale, notamment l'individualisation de la peine. Et quand on met 6 mois ferme à quelqu'un qui avait un casier totalement vierge, moi j'estime que le principe d'individualisation n'a pas été respecté. Merci Rudy Albina. Je vais vous donner la parole, Robert Ménard. Simplement, puisqu'on parle de comparution immédiate, je vais vous donner 3 exemples. 20 ans, il fabriquait des cocktails Molotov à Carcassonne, casier judiciaire vierge, 8 mois de prison, dont 4 avec sursis, 4 mois ferme, sous bracelet électronique à son domicile. 20 ans, il a appelé aux émeutes sur Snapchat et a menacé de mort un policier à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, 6 mois de prison, dont 4 mois avec sursis, bracelet électronique. 21 ans, il a jeté des projectiles enflammés sur la façade du palais du poste de police de Cannes-Laboca. Il a jeté une bouteille remplie d'essence non enflammée sur une policière. 18 mois de prison, dont 12 fermes. Il était hébergé dans un foyer associatif dépendant au cannabis depuis 7 ans. Justice ferme. Tout le monde dit la justice est ferme. Logique ? Logique. Je viens d'entendre cet avocat. C'est son métier de défendre les gens. Donc, et puis tout le monde doit être défendu. Mais enfin, comment tu te trimbales avec des mortiers la nuit dans un endroit en pleine insurrection et c'est juste festif. Pour faire festif. Vous vous rappelez pas, c'était à Sainte-Soline. Les gens arrivaient avec des boules de pétanque. Évidemment, c'était pour jouer à la pétanque. Mais je pense que les boules de pétanque, c'était pour les jeter sur les forces de l'ordre. Non, je veux bien qu'on fasse son métier, mais qu'on arrête. Vous savez, c'est un des problèmes qu'on a. C'est une politique de l'excuse sans arrêt. Et le droit, trop de droit, ça finit par tuer le droit. Et vous savez, ça montrera les gens
contre les avocats et contre ça. Et j'ai pas envie de dire des choses mal sur les avocats. Mais à force de trouver des excuses sans arrêt à des gens qui n'en méritent pas, non, honnêtement, je crois pas qu'on facilite les choses et on facilite le retour au calme. Je le crois pas. Robert Ménard reste avec nous jusqu'à 11h30. Nous allons avoir, le débat se poursuit sur antenne de Sud Radio, évidemment. Nous allons avoir dans un instant 2 nouveaux invités après les informations. Des invités qui sont Arnaud Robinet, le maire Horizon de Reims, et Razi Hammadi, qui est un ancien député socialiste, qui était député socialiste de Montreuil et Bobigny. 10h58. Jean-Jacques Bourdin. Bien, de nombreux invités ce matin, je vous le disais, nous continuons 11h midi, vous savez, c'est un espace de débat tous les jours sur cette antenne, sur l'antenne de Sud Radio, tous les jours nous débattons avec des invités venus de tous bords politiques ou d'autres horizons quand nous abordons d'autres sujets, mais ce matin évidemment nous continuons à parler de ces émeutes qui ont étonné la France, disons-le. Nihilisme autodestructeur, et dit Daniel Cohn-Bendit. Je trouve l'expression assez bonne, du nihilisme autodestructeur. Mais il y a plus que ça aussi derrière ces émeutes. Alors, aujourd'hui, tout le monde a constaté les dégâts, il va y avoir réparation, mais au-delà des réparations, maintenant, il va falloir trouver des solutions pour que ça ne se renouvelle pas, ce qui n'est pas évident. Et d'ailleurs, qui peut dire tout de suite, du jour au lendemain, j'ai la solution, on va tout arranger, tout va bien se passer. Bon, c'est beaucoup plus difficile que cela. Parmi toutes les solutions mises en débat, il y a les sanctions. Solutions. La sanction n'est pas une solution, mais dans tous les cas, la sanction semble nécessaire pour beaucoup. Alors, quelles sanctions pour les familles de délinquants condamnés? Faut-il sanctionner les familles? Faut-il des sanctions financières, des expulsions de logement social, par exemple? Invité Arnaud Robinet, maire de Reims. Bonjour. Arnaud Robinet, merci. Razi Hammadi, qui est ancien député socialiste de Seine, Saint-Denis, Montreuil et Bagnolet. Bonjour. Razi Hammadi. Et puis Robert Ménard, qui continue avec nous jusqu'à 11h30. Tout à l'heure à midi, j'aurai un autre invité, Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bien. Alors, d'abord, qui a la solution? Vous étiez vous aussi hier à l'Élysée? Non, vous n'étiez pas allé. Vous n'étiez pas invité. Bon. Si, j'étais invité. Vous étiez invité, vous n'êtes pas allé. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Robert Ménard y était. C'était une conversation à bâton rompu avec le président de la République et entre maires, parce qu'il faut, moi je le dis, toujours ici, s'il y a des élus qu'il faut écouter, ce sont bien les maires. Ils savent mieux que personne ce qui se passe sur le terrain. Ils connaissent les problèmes, ils savent les insuffisances, les défaillances, ils savent les engagements qui ont été pris, souvent pas tenus, notamment les départs des services publics. Pas partout dans les banlieues, parce que Robert Ménard me disait tout à l'heure, mais non, moi dans mes quartiers, les services publics sont là. Vous aussi, vous dites la même chose? Mais bien évidemment, avec l'impulsion de l'État, impulsion des collectivités. Vous savez, je fais toujours la comparaison. Il y a une jeunesse que l'on n'entend pas et qui, elle, n'a pas accès aux mobilités, n'a pas accès aux services publics. C'est la jeunesse dans le milieu rural. Oui. Mais aujourd'hui, dans nos quartiers, les services publics sont là, les équipements sportifs sont là, les équipements culturels sont là, les maisons de quartier sont là. Donc non, les quartiers ne sont pas abandonnés. Oui, les quartiers ne sont pas abandonnés, parce qu'on entend ça. Les quartiers ont été abandonnés. Il y a l'idée sous-jacente, vous savez, en plus une autre, d'abord ça c'est pas vrai, vous avez raison de le dire, c'est la pauvreté. Enfin attendez, la pauvreté elle n'existe pas dans les campagnes françaises, dans les villages français, ils cassent pour autant, bien sûr que non. Il y a des problèmes qui ne se réduisent pas au soi-disant abandon de l'État ou des collectivités, et à la pauvreté. Bien sûr que les gens sont... On a tous les chiffres sur la pauvreté dans ce quartier, mais ça explique pas tout. Je ne crois pas que si on nous disait la politique de la ville, on double l'argent, on aurait réglé les problèmes. Pas du tout. Je suis persuadé que ça renvoie à des choses plus graves, plus profondes et plus difficiles à régler que l'histoire d'argent. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec ce point, d'autant que en termes d'exécution, si vous doublez les budgets alloués à la politique de la ville, encore faudrait-il que tout ce qui a été voté pour être dépensé l'année dernière le soit. Alors, on n'a pas dépassé les 20% pour le moment sur le crédit de l'année dernière. Donc, juste pour l'anecdote. Donc non, c'est pas. C'est-à-dire que l'argent
que l'on verserait dans les quartiers ne réglerait pas tout. Non, bien sûr que non, bien sûr que non, puisque on est plutôt, on est tout à fait d'accord. Après, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites autrement, sûrement, sur la mixité à l'école, par exemple, que les populations se mélangent. Mais là aussi, on est face à certaines hypocrisies. Je sais, vous allez recevoir le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis tout à l'heure, mais on est quand même, par exemple, dans des situations qui sont quand même un petit peu particulières et bizarres en Île-de-France. Vous avez l'Académie de Créteil, l'Académie de Paris. L'Académie de Paris se plaint d'avoir moins d'enseignants parce qu'il y a moins d'élèves, et vous avez d'autres académies où ça augmente, où on a des classes surchargées avec de l'homogénéisation sociale, c'est-à-dire les gens se ressemblent, les plus pauvres sont ensemble, etc. Il y en a qui ont proposé de fusionner les deux académies. Vous avez deux personnes de gauche, vous en avez une de gauche, notamment un maire de Paris qui dit non, moi je suis contre. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si on veut défendre un certain nombre de principes, on peut les défendre, mais il faut qu'on soit tous d'accord. Alors sur la pauvreté, oui, il y a de la pauvreté. Le phénomène qui est nouveau, c'est que on a justement, parce que l'ascenseur social fonctionne, parce que l'ascenseur social fonctionne, ceux qui arrivent à s'en sortir qui se barrent. Donc vous avez 25% de la population des quartiers qui chaque année part. C'est-à-dire ceux qui arrivent à attraper des diplômes, ceux qui tiennent les rênes un petit peu de leur destinée avec l'aide de l'État républicain, etc. Ils partent. Donc vous avez... Oui, soulignons qu'il y a des réussites dans ces quartiers. Je voudrais quand même... J'ai mis en avant, moi, des familles qui venaient d'Algérie, à côté de chez moi d'ailleurs, en Algérie où je suis né, pour dire ça, il n'y a pas que des échecs. Le problème, moi, je vais rebondir sur ce que vous dites, c'est quand même qu'il y a des villes ou des petits villages qui sont... Alors, la politique pour les logements sociaux, les obligations, c'est à 3500, au-dessus de 3500, mais qui sont d'un égoïsme total. C'est-à-dire qu'ils veulent pas recevoir un certain nombre de familles. Moi, je reçois les plus pauvres de plus pauvres, et eux, ils préfèrent payer des amendes parce qu'ils n'ont pas les 20% ou les 25% de logements sociaux, plutôt que d'accepter un certain nombre de familles. C'est ça la réalité. Vous savez, quand on attribue, je vais vous raconter un truc juste. Quand chacun va, quand on attribue des logements, moi, il y a des comités, des commissions d'écale, ça s'appelle, où on attribue les logements. Vous savez que je peux pas. Vous ne pouvez pas. Je peux pas dire que je préfère, par exemple, des familles qui travaillent et des familles qui travaillent pas. Je n'ai pas le droit de le dire. Alors, je n'ai pas le droit de le dire. C'est très important ce que dit monsieur Ménard. Et encore, lui, il a un petit peu la main, si je peux me permettre, parce qu'il préside sa communauté d'agglomération. Et donc, vous avez la commission intercommunale d'attribution. Mais sur 100 logements sociaux, le président d'une communauté d'agglomération ou un maire, il a la main sur 7-10%, puisqu'ensuite, vous avez ce que l'on appelle les contingents préfectoraux. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que vous avez les 20-25% qui, tous les 3-4 ans, s'en sortent et se barrent, ils sont remplacés par des gens qui sont considérés comme prioritaires par le DALO, par la préfecture, et en général, des gens qui parlent à peine français. Vous avez des mineurs qui faisaient, qui étaient en guerre. Qui faisaient la guerre. C'est-à-dire, c'est des enfants soldats que vous balancez dans des quartiers en difficulté, en Seine-Saint-Denis, que vous retrouvez, qui vivent dans le même quartier que des jeunes qui sont déjà en difficulté. Donc, il y a des choses encore que l'on peut faire. Mais en effet, ça n'excuse pas. Il y a des situations difficiles. Mais il y a une crise morale, et la crise morale, c'est pas une question financière. Je suis très heureux qu'on aborde ce sujet de ce qu'on appelle la politique de peuplement de nos quartiers. Je prends l'exemple de la ville de Reims. 45% de logements sociaux. Et quand je parle de logements sociaux, on est sur du 45% de logements sociaux. Nous sommes sur du PLAI. Les PLAI, c'est les plus pauvres des plus pauvres. Les plus pauvres des plus pauvres. La rénovation urbaine, grâce à l'ANRU, c'est depuis 2008 1 milliard d'euros investis dans nos 7 quartiers prioritaires de la ville. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire qu'à Reims, pour avoir un logement social, la durée moyenne était de 8 à 9 mois. Nous sommes proches de la région parisienne. Et de ce fait, nous avons eu un certain nombre d'habitants de la Seine-Saint-Denis, sans stigmatiser qui que ce soit, mais qui ont fait des demandes de logement à Reims. Ne voulant peu de vacances, les bailleurs sociaux, bien évidemment, acceptent. Vont rajouter à cela la loi DALO avec le préfet ou l'État qui nous impose à reloger ou accepter certaines personnes. Et ce qui fait qu'on a ajouté de la misère à la misère, de l'insécurité à l'insécurité, de la pauvreté à la pauvreté. Et donc ces quartiers explosent. Et je ne parle pas non plus des confrontations entre communautés. Parce qu'on a eu l'arrivée des communautés guyanaises, tchétchènes et autres. Et donc derrière, en termes d'appropriation de territoire, ça explose. Et donc, nous, ce que nous faisons aujourd'hui, avec Catherine Vautrin, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, et présidente de l'ANRU, mais notamment en tant qu'élue locale, et c'est mon adjointe au logement. Nous regardons tout, aujourd'hui,
les dossiers de demande qui passent dans les cales. Et nous refusons toute personne venant de l'extérieur du territoire rémois qui demande un logement, mais qui n'a pas de projet professionnel ou qui est sans emploi, etc. Donc là, il y a véritablement... Donc, si je viens de Paris, de la région parisienne, si je n'ai pas d'emploi, je ne peux pas trouver un logement social à Reims. Je ne peux pas prétendre à un logement social. En tout cas, je vais vous dire une chose, c'est que le dossier, il est mis en bas de la pile. Parce qu'on ne peut pas accepter... Parce qu'il y a des systèmes de priorité. Et il faut avoir... Et moi, je reconnais que notre sous-préfet à Reims et le préfet de la Marne nous accompagnent. Parce que vous travaillez tous en commun. On travaille tous en commun. Ça, on va en parler. Pardon, je trouve formidable. Vous avez compris, on n'a pas les mêmes idées politiques. Mais bien sûr. Et finalement, dès qu'on parle des choses concrètes et tout, on se retrouve immédiatement. Vous êtes là, tous les trois. C'est bien parce que vous n'avez pas les mêmes opinions politiques. Et ce que je trouve bien, et je trouve que au milieu du bordel actuel, c'est positif qu'on se dise, il y a peut-être, on peut ensemble peut-être construire une réponse sans démagogie, sans slogan, sans je sais pas quoi. Pourquoi, chers collègues ? Parce qu'en fait, en tant qu'élu local, quel est notre objectif ? C'est que les gens aient une qualité de vie et une qualité de ville dans l'ensemble de la ville et dans nos quartiers. Et que nous souhaitons que les 95% des personnes qui vivent dans nos quartiers puissent vivre... Enfin, vous êtes là, pardonnez-moi de vous dire, vous êtes là au service de la population, des citoyens, pour essayer d'améliorer leur vie. Les choses. Oui, mais après, vous avez... je rappelle, attendez, on va faire une pub, Razi. Razi Hamadi est socialiste, vous êtes... de la droite. Vous êtes droite, mais non encarté, hein. Absolument, dans son cas. Et Arnaud Robinet est Horizon, proche d'Édouard Philippe. Il est 11h16. Jean-Jacques Bourdin. Bien, 11h19. Un petit tour de table. Quand on est maire, on éprouve d'énormes difficultés à engager, je sais pas moi, une rénovation, une construction, ou pourquoi ? La lourdeur administrative toujours et encore, plus encore qu'avant ? C'est trop compliqué. C'est vraiment et là, trop honnêtement, compliqué. il l'a même compris, Emmanuel Macron, puisque une des seules choses les plus concrètes qu'il a proposées, c'est de dire que quand on va, par exemple, reconstruire un certain nombre de bâtiments qui ont été brûlés, on va pas recommencer toute la procédure avec les permis de construire, tout est trop compliqué. Moi, honnêtement, je me retrouve dans des réunions où le charabia employé, alors c'est pas mon métier ce charabia, je comprends que c'est une espèce de sabir où chacun s'abrite derrière des sigles, des mots, je ne comprends pas de quoi on parle. Et il y a trop de réunions. Moi maintenant je passe ma vie en réunion. Alors je suis le président de l'agglo en plus. L'agglomération, le SCOT, personne ne sait ce que c'est, je vous rassure tout de suite, et on oublie. Le SCOT, c'est un truc qui regroupe plus... Non mais vous rigolez, vous rigolez... J'en rigole. Mais Jean-Jacques, c'est pas rigolo parce que le temps que qu'on passe dans ces réunions, ça vous le fait pas. J'ai toujours un exemple. Je le disais hier, on est en train de regarder comment on va. Arnaud Robinet, maire de Reims. Combien d'habitants à Reims, rappelons ? À peu près 190 000. 190 000. La ville-centre. Et la communauté urbaine, c'est à peu près plus de 300 000 habitants. Je donne toujours un exemple. Quand on décide de construire une école. Ou même un équipement public. Vous voyez, j'avais pris la décision de mettre un équipement public, la grande patinoire de Reims, dans un QPV. Un quoi ? Un quartier prioritaire de la ville, un quartier, voilà. Mais nous, on prend des titres. Vous prenez des titres. Mais je donne un exemple. Pardon, mais... Si je décide aujourd'hui, au moment où on se parle, de dire je prends la décision de construire une école dans tel ou tel secteur de la ville, je sais qu'il va me falloir 5 à 6 ans avant d'y mettre le premier élève. Non. Mais bien sûr que, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité des choses. C'est ça la réalité. Je vous raconte une anecdote dans le cadre de mes activités professionnelles et sur un aménagement en Croatie. Le maire me dit Razi, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je lui dis c'est quoi la mauvaise nouvelle ? La bonne nouvelle, il me dit écoutez, en termes de hauteur, vous pouvez faire 17 mètres. Je fais d'accord. Je fais c'est quoi la mauvaise nouvelle ? Il fait on peut commencer les travaux que dans 1 an. Moi je viens de France. N'importe quel projet d'aménagement c'est 5-6 ans, 7 ans. Non, mais vous savez, ça a des conséquences sur la façon dont tout le monde fait de la politique. Parce que du coup, quand tu sais que ça va mettre autant d'années, et encore plus que le mandat, ça veut dire que tu vas essayer de trouver par ailleurs des trucs dont je suis pas sûr que ça serve à grand chose, parce qu'il faut bien que tu montres à ta population que tu fais un certain nombre de choses. Construire, et encore là c'est compliqué, mais même il y a des choses plus compliquées. Aujourd'hui tu te dis je vais changer mon centre-ville, je vais refaire des rues piétons et tout, tu peux le faire là, mais sur le reste, sur ce qui compte, sur comment tu intègres mieux les gens, comment tu fais que les écoles elles marchent mieux, mais
pourquoi tu te jettes pas là-dessus? Parce que ça, c'est 10 ans, 15 ans. Et pardon, entre-temps, tu as 1-2 élections. Et les gens, ils veulent des résultats. Deux, trois questions à vous poser sur ces émeutes. D'abord, je voulais l'exemple de l'arbre, ça m'intéressait là, Arnaud Robinet, ce que vous disiez pendant la pub. Non, mais c'est là où, quand on parle de décentralisation et de responsabilisation, notamment des maires, aujourd'hui, lorsque vous avez besoin de couper des arbres, alors c'est des alignements d'arbres, je précise, pour un projet d'aménagement, refaire une voirie. Aujourd'hui, on demande des pistes cyclables, on est obligé parfois d'élargir les voiries et donc de couper un certain nombre d'arbres pour faire les pistes cyclables et autres. Maintenant, vous ne pourrez plus prendre la décision en tant que maire, il va falloir que tout soit validé par le préfet de département. Ah bon. Voilà où on en est aujourd'hui. Et hier, le chef de l'État, puisque vous êtes proche de sa majorité, c'est amusant, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, vous avez compris, il a expliqué qu'il fallait nous redonner du pouvoir, qu'il fallait décentraliser, qu'on décide un peu plus de choses. Je veux dire, nous verrons, mais ça sont des paroles. Nous verrons moi le concret. C'est un peu contradictoire là encore, parce que c'est de mettre en cohérence un petit peu ce qu'il faudrait faire et ce qu'on dit. 2 exemples très concrets. Il faut surtout faire ce qu'on dit. Par exemple, sur on dit il faut moins artificialiser les sols, etc., ce qui est un objectif, et la sobriété foncière qui est louable en soi. Et on dit ça va être au niveau des régions que le schéma régional d'aménagement qui contraint comment on aménage au niveau d'une collectivité se fait. Donc c'est nouveau, c'est-à-dire qu'au niveau de la région, on va un petit peu encadrer la politique urbaine du maire. Donc à la fois on dit dans la même semaine, il faut donner plus de pouvoir au maire, et au même moment, on dit la contrainte urbaine, c'est la région qui va la décider. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un pays où on dit oui, les gens demandent tout à l'État. Oui, mais parce qu'ils peuvent pas demander grand-chose à leurs élus locaux. C'est-à-dire, à part qu'ils soient à portée de baffe, l'élu local, il peut faire 2-3 trucs. Oui, mais nos concitoyens ne savent pas. Non, ils savent pas. Ils savent pas tout ça. Et ils ne savent pas qui a les compétences. Ils comprennent rien du tout. Et on les comprend d'ailleurs. À quoi ça sert une agglomération? Mais non, mais personne ne sait. Il y a que les élus qui savent. Et on fait la confusion, ils font la confusion. Sauf que quand les poubelles elles sont pas ramassées, c'est le maire qu'on vient voir. Le mec, si tu lui dis c'est alors moi c'est le même, mais quand c'est mais le mec il croit que tu te défausses, tu sais. Tu lui dis ça. Les transports en commun, il vient te dire mais pourquoi les bus ils sont passés par là, ils sont en retard et tout. Tu lui réponds c'est l'agglo. D'abord il sait pas ce que c'est l'agglo et il s'en contrefout. Ce qui est le seul mec avec qui il peut s'engueuler, c'est vous. Une des réponses à ce que nous vivons. Parce que le monde est devenu plus compliqué. Parce que les défis nécessitent d'être plus réactifs. C'est la décentralisation. Or, moi, depuis le début des émeutes, j'ai entendu personne parler de ça. À part rappeler des propositions qui sont les mêmes propositions qu'on entend. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Ça me fait plaisir, parce que moi, je suis un fervent défenseur de la décentralisation. Parce que ce que disait M. Ménard tout à l'heure sur... il va nous quitter, Robert. Oui, non, mais c'est très important. Ce qu'il disait sur le logement. Oui. Aujourd'hui, il y a des dotations globales de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des collectivités qui leur est dû. Pourquoi on donne de l'argent de la solidarité nationale, des impôts à des collectivités qui disent « Moi, je veux pas les ennuis, moi, je veux pas construire de logements sociaux, je veux pas construire d'écoles, j'ai ce qu'il me faut. J'ai des retraités qui ont des sous, ils sont très bien, je veux... » Dans ce cas-là, on lui enlève de sa dotation, et les collectivités qui construisent, qui font des écoles, qui font des équipements, on leur donne l'argent. Et on passe des contrats locaux. Alors moi, je vais même aller plus loin. Moins consensuel quand vous allez dire ça au maire. J'attends. Mais je vais aller plus loin. Je ne vois pas pourquoi les collectivités. Non, mais juste pourquoi les collectivités qui n'acceptent pas ou qui ne sont pas en règle vis-à-vis du pourcentage de logements sociaux dans leur commune et qui préfèrent payer des amendes que d'avoir ces fameux seuils de 25%. Pourquoi ces villes bénéficient je dirais de la rénovation urbaine et de l'argent de l'État et notamment de l'ANRU dans le cadre de la rénovation de certains voilà. Donc il faut que ce soit du donnant-donnant. Bon, on va poursuivre ce débat. Nous restons tous les deux, mais avec des auditeurs qui sont là. Nous restons tous les trois, pardon. Des auditeurs qui sont là, Mohamed et Richard notamment, qui ont envie d'intervenir. 0826 300 300. J'aime bien ce débat parce qu'il est constructif, parce qu'on essaie de réfléchir, on essaie d'avancer des solutions, on souligne ce qui ne va pas. On n'est pas là à s'invectiver. Pour s'invectiver, on est là pour essayer de faire avancer les choses. Mohamed, Richard, dans un instant, Sud Radio, 11h27. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h30. C'était lundi soir. Emmanuel Macron a visite surprise, un commissariat. Il a rencontré des policiers de la BAC et il échangeait avec des policiers de la BAC. C'est le Parisien qui raconte qu'a dit le président de la République. Il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles. Propos donc rapportés par le Parisien. Sanctionner financièrement et facilement les familles.
C'est un propos, c'est facile de dire ça, non? Oui, ça c'est facile de dire ça. Je sais pas je connais le contexte, mais bon, vous savez, je me rappelais plus l'auteur de la citation qui disait l'important c'est pas tant la dureté de la peine que sa certitude. Oui. Donc l'important c'est qu'il y ait une peine. Voilà, c'est ça. Après, que ça soit une sanction financière, que ça soit des travaux d'intérêt généraux, etc. Après, sur la sanction financière... L'important, c'est la peine pour montrer une autorité. Tout à fait. La sanction financière, pour montrer une autorité, et qu'elle serve d'exemple. Oui. Y compris pour ceux qui regardent le sanctionner. Le problème que l'on a, c'est qu'il n'y a pas de certitude de la peine, justement. Pas tant sa dureté ou pas, c'est qu'on se dit, elle sera pas appliquée. Donc plutôt que d'avoir un concours Lépine à chaque émeute de la mesure qui fera qu'on montrera qu'on est le plus dur, etc., regardons ce qui existe. Ce qui existe, c'est que, par exemple, l'expulsion, etc., ça existe. Ce qui existe aussi, c'est les sanctions financières. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 30 000 euros en termes de responsabilité parentale. C'est dans la loi. 30 000 euros, ça fait quand même des années, quelques dizaines d'années d'allocations familiales. Les allocations familiales, ça dépend des cas. Quand vous avez une famille monoparentale, que la maman travaille à temps partiel, qu'elle a 3 gamins, qu'il y en a un qui fait n'importe quoi, on sanctionne peut-être l'ensemble de la famille, et vous avez des gens qui se battent. Vous avez une grande majorité de parents qui sont vous avez beaucoup de parents, excusez-moi, qui sont démissionnaires. Mais vous avez aussi des femmes seules, monoparentales, 25% qui se battent, qui sont face à des dragons. Voilà, des gremlins, comme on dit. Vous avez des sauvageons, comme disait un ancien ministre de l'Intérieur. Même les parents n'en peuvent plus. Ils vous parlent de leurs enfants avec les larmes aux yeux. Il y en a qui font le maximum, il y en a qui peuvent pas. Et donc, vous avez par exemple une mesure très intéressante. Vous avez parlé tout à l'heure des maires. C'est l'ancien maire de Rieux-la-Pape qui avait mis en place quelque chose qui est la banlieue lyonnaise. Très, très, très bien. Il avait dit quoi? Il avait dit, on va conditionner les aides sociales qui dépendent de la collectivité, CCAS, etc., au fait que lorsqu'un gamin fait des conneries, les parents acceptent d'être accompagnés. S'ils acceptent pas d'être accompagnés, nous on coupe les aides au niveau local. On pourrait peut-être faire ça aussi généraliser, au niveau des allocations familiales. Généraliser. Parce que Arnaud Robinet, vous allez nous raconter ce que vous avez engagé à Reims. Oui, c'est ce qui existe. Par exemple, on met en place l'accompagnement autour de la parentalité. Les personnes viennent parce qu'elles savent que si elles ne vont pas... C'est quoi l'accompagnement autour de la parentalité? C'est comment? C'est très simple. Concrètement, respecter, votre enfant doit aller à l'école, lutter contre l'absentéisme scolaire, accompagnement d'une assistante sociale pour des difficultés. C'est-à-dire qu'un parent qui se sent en difficulté parce que son enfant se comporte pas correctement peut consulter, être aidé, être accompagné par... Et on a ouvert jeudi soir, à quelques heures des émeutes, dans un quartier de notre ville, un centre de parentalité avec les associations, etc. Et de nombreuses familles étaient là, étaient heureuses d'avoir à disposition cet outil qui pourra les accompagner. Ça permet de détecter. Et ça permet surtout de détecter. Mais derrière, le sujet, bien sûr qu'on peut tout imaginer, la suppression des allocations familiales avec les conséquences que ça peut avoir pour la fratrie et pour la famille dans son entièreté. La question de la suspension des allocations versées par les CCAS, et c'est sur ce quoi nous travaillons à Reims pour responsabiliser bien évidemment les familles, mais il y a le sujet également de l'absentéisme scolaire qui est à mettre sur la table. Qui est un indice. Moi je fais des rappels à l'ordre à Reims. Je convoque les enfants et les familles dans la salle du conseil municipal. Je suis entouré d'un policier municipal, d'un représentant de la justice, et nous les convoquons. Je suis effaré. C'est une convocation officielle. C'est une famille sur 2 qui se déplace. Au bout de 2 fois, c'est souvent les mères et pas les pères. Souvent les mères et pas les pères. Et derrière, au bout de 2 convocations non acceptées, c'est directement chez le procureur. Donc il y a des choses qui existent, mais il faut encore aller beaucoup plus loin. Là, il y a un vrai chantier, c'est-à-dire l'obligation à l'accompagnement parental, c'est une mesure de salubrité publique. Parce que à l'accompagnement parental. Attendez, on parle du réel. Le réel, c'est quoi? Vous allez avoir une maman qui a eu son premier gamin à 16, 17, 18 ans, le papa qui est parti, il n'y a personne, elle-même, elle n'a pas fini son éducation, entre guillemets, le premier gamin, le deuxième gamin avec un autre papa. Je fais pas de jugement moral, mais c'est de ces gamins-là dont on parle. Donc, vous allez sanctionner, vous allez mettre de la prison, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas régler le problème. Non, mais j'ai eu cette discussion hier. Pourquoi hier je n'étais pas à l'Élysée? Pourquoi? Parce que je déjeunais dans une école. Chaque mois, je déjeune dans une école. C'est plus intéressant de la ville. Ça dépend. Ça dépend. Non, mais attends. Je dis ça. Avec les représentants des parents d'élèves, avec directeurs, directrices et l'ensemble des services, etc. Et quand on parle de responsabilité parentale, hier, dans l'école où j'étais, 30% des enfants
était absent. L'école est obligatoire. Ouais. Encore obligatoire. Encore obligatoire. Même Nous début sommes juillet. au 1er juillet. Ouais. Les parents ne mettent plus leurs enfants à l'école et on ne sait pas où sont les enfants. Ils sont pas tous partis en vacances et on ne sait pas où sont les enfants. Surtout dans ces quartiers. Et donc c'est ce que j'ai dit au directeur et à la directrice de l'école, enfin maternelle et élémentaire. J'ai dit mais derrière, mais c'est à vous aussi de jouer, avoir votre rôle, de détecter, d'informer les services de l'éducation nationale, mais également nous-mêmes pour qu'on puisse aller chercher les parents, parce que là c'est inacceptable que les enfants ne soient pas à l'école. Bien sûr. Une semaine Alors, avant la fin de semaine. nos auditeurs. Oui. Séquence auditeur. Mohamed est à Perpignan. Bonjour Mohamed. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à vos invités et aux auditeurs. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Couper les allocations voilà, ne sert à rien, vous avez peut-être d'autres solutions. Peut-être que les sanctions, les sanctions financières, je pense que ça peut porter préjudice à toute une famille. Peut-être, je pense que les délinquants, ça vaut le coup de le faire payer par les travaux obligatoires. Moi, je pense à autre chose. Monsieur Ménard a parlé du quartier La Devèze. Le quartier de La Devèze, mes souvenirs des années 70 où il y avait la grande équipe de Béziers, déjà on nous disait attention, La Devèze, c'est un quartier très très dangereux, ça remonte à très loin. Oui. Mais je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau des villes au-dessus de 150 000 habitants, l'interdiction des permis de construire, permettre la rénovation. Et je comprends pas très bien, Mohamed. Je comprends pas. Travailler sur les villes, mais c'est ce qui se passe. Hein. Plus le permis de construire sur les grandes villes, pour éviter d'avoir des quartiers. Oui, j'ai compris. Pour éviter d'avoir des concentrations de population. C'est vrai. Mohamed a entièrement raison. Je prends l'exemple de la ville de Reims. Je vous l'ai dit, 45% de logements sociaux. Dans le cadre de la rénovation urbaine, normalement, c'est un logement détruit, un logement reconstruit. Oui. Nous avons une dérogation, comme Saint-Denis d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à Reims, je détruis 1800 logements sociaux et je ne les reconstruis pas. Parce que l'objectif, dans le cadre de la rénovation urbaine, bien sûr. Et pourquoi vous ne les reconstruisez pas? L'objectif, c'est de dédensifier. Bien sûr. Et pendant des années, on a densifié nos quartiers, construction sur construction. Donc on a rajouté les problèmes aux problèmes, et donc on dédensifie. Mais encore une fois, le maire ne peut pas prendre la décision seul. Si j'avais peu la dérogation des services de l'État de l'ANRU, je n'aurais pas pu le faire. Le maire ne peut pas décider seul. Mais non, dans le cadre de la rénovation urbaine, il y a une règle. C'est un logement détruit. Quand j'étais parlementaire, mais même la loi n'est pas appliquée, parce que moi, quand j'étais parlementaire, j'étais rapporteur général de la loi égalité et citoyenneté, et j'avais porté un dispositif qui avait valu que mes copains de gauche à l'époque avaient été assez critiques à mon égard. J'avais dit, il faut qu'on interdise de rajouter le dernier décile, c'est-à-dire les 10% les plus pauvres, dans les quartiers où il y a déjà 25% de plus pauvres. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas appauvrir des quartiers déjà très pauvres. Et en fait, ça a été voté, mais on n'arrive pas à l'appliquer. Richard est à Toulouse. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Bonjour Richard, qu'est-ce que vous vouliez dire de votre côté? Allez. J'avais écouté Robert Ménard, mais il est parti là. Oui. Et en fait, Robert Ménard nous avait précisé lors d'une émission qu'il aurait bien donné une gifle à un gamin qu'il avait reçu, parce qu'en fait, il pensait que c'était la meilleure des solutions. Et ma question, elle est simple. Est-ce que aussi, d'abord pour la partie des allocations, moi je pense que c'est une petite mesure malgré tout par rapport aux dommages que peuvent faire certains jeunes. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Moi, je pense qu'il faut surtout responsabiliser les gens qui peuvent avoir une emprise encore sur ces jeunes, si c'est possible. C'est les pères. Et le père biologique, il doit rester responsable envers et contre tout. Et aujourd'hui, on a une forme de laxisme à ce niveau-là. C'est ce qu'on parlait. On parlait de l'obligation parentale. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais par contre, moi, je constate aujourd'hui une chose. Je pense que les personnes qui sont autour de vous ont fait des mariages, beaucoup, et on rappelle lors des mariages que les punitions corporelles sont interdites. Et je trouve que c'est une grande idiotie, parce que les petites punitions évitent les grandes punitions. Moi, je pense que très tôt, recevoir un petit coup de gaule, ça remet dans le droit chemin, et on sait dire non avant de savoir parler. Oui, mais Richard... Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans l'erreur. Oui, mais Richard... Bien souvent, malheureusement, on s'adresse à des familles décomposées. Le père n'est plus là. Occupons-nous des prochaines. Celles-ci, elles sont perdues. Je pense qu'il faut admettre ça, quoi. Il faut s'occuper des prochaines et ne pas aller à Singapour. Vous pouvez vous promener dans la rue sans aucun problème. Il y a une raison à ça. C'est l'application de la loi qui s'applique aux adultes. Hein. Je demande pas ça.
Mais pour les enfants, vous avez des petites gaules qui permettent aux parents de corriger leurs enfants et de les mettre dans le droit chemin. Un gamin, il n'a peur que de son père. Oui, Richard a raison. En fait, c'est nouveau dans les articles issus du Code civil que droits et devoirs des futurs époux, depuis un an et demi, il y a cette phrase: l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Donc c'est vrai que c'est indiqué, mais la solution n'est pas de dire aux parents vous avez carte blanche pour taper. Non, attendez, quand même, à Aulnay-sous-Bois, vous connaissez bien Aulnay-sous-Bois, Razia m'a dit, les femmes des 3000, les 3000 c'est grande cité. Les femmes des 3000 ont plusieurs associations. Et c'est très amusant parce que je vais vous dire ce que raconte, j'ai lu ça, je ne sais plus dans quel journal, je crois que c'est dans Le Point, Binetta, c'est son prénom, habite les 3000 et a créé une association qui s'appelle, alors attendez, je vais trouver ça, Binetta, ça s'appelle la Calebasse, son association. Elle a travaillé toute sa vie auprès d'enfants en souffrance. Vous connaissez cette association, la Calebasse. Bon. Elle se bat contre des jugements définitifs. Beaucoup de femmes se lèvent à 4h du matin, je vous dis ce qu'elle dit, pour aller travailler sur la plateforme de Roissy ou sur Paris. Après la coupure, elles reprennent à 16h. Qui va éduquer les enfants si ce n'est pas la rue? Si elles ne travaillent pas, qui va payer le loyer? Bon, alors qu'est-ce qu'elle dit? Le souci, c'est le papa. Ils s'en foutent ou ils sont au travail. Ils s'en foutent où ils sont, ils travaillent. Ils n'ont pas pris part à toutes nos manifestations pour essayer de ramener le calme dans le quartier. Ils nous filmaient simplement. Simplement, ils nous filmaient. Dans la culture africaine, l'éducation est l'affaire des mamans. Et quand l'enfant est délinquant, c'est toujours leur faute. Ça veut dire qu'aussi, dans certains quartiers, la population africaine a pris le pas sur la population mabrienne ou la population d'autres communautés. Et en même temps, vous avez un dicton africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Alors attendez. Aïssatou, c'est une autre. Elle a aussi une autre association. Elle a 4 enfants. 7-13 ans. Il faut un suivi de leur fréquentation, de la scolarité, surtout quand ils rentrent au collège. C'est là que tout se complique. Et elle a employé la méthode à l'africaine. Juste une fessée pour les cadrer. Oui, mais Binetta acquiesce. Il y a la fessée éducative et la fessée maltraitante. Éduquer, ce n'est pas frapper. Ce qui manque dans notre milieu, c'est la communication avec eux. Ces châtiments, évidemment, font débat entre elles. Quand un enfant reçoit une gifle, dit une autre élue de ces associations, on parle de maltraitance. Les parents sont convoqués, des signalements sont faits, ne comprennent pas le message, ils abandonnent la partie. Eh oui, mais non, elle a très bien défini. Elle a tout dit. Je pense que les parlementaires ont d'autres choses à faire que de s'occuper de la fessée. Que de s'occuper de savoir si un parent va donner une fessée tous les 2 ans ou 3 ans ou sur un acte grave. Évidemment, faut pas. Enfin, on a quand même beaucoup d'autres sujets à régler et à gérer. Des fois, il m'arrive. Vous êtes d'accord, Richard? Ma grand-mère qui était commerçante, elle vendait des martinets. Je suis d'accord. Et alors, j'ai reçu un coup de martinet, ça m'a pas. Moi aussi, j'en ai reçu des coups de martinet. Bah oui. Non, mais ça, tout à fait d'accord pour dire qu'on doit enlever cette loi scélérate et permettre aux parents de corriger leurs enfants sans les frapper. Alors attention, il faut des limites, évidemment. Il y a des limites. Mais les limites, c'est pas non plus à l'État d'autoriser les parents en disant les parents vous êtes autorisés à frapper votre enfant. Mais par contre, c'est une illusion. Moi, j'ai grandi comme ça. On faisait des bêtises. On savait que la seule crainte qu'on avait, c'était le jugement du père et l'application de la peine. Après, vous avez, si je peux me permettre, la majorité des grands gangsters et grands voyous qui ont été des enfants battus. Oui. Non, mais entre enfants battus et recevoir. Bon, Richard, merci, vous avez réussi. Richard est ingénieur, il a réussi sa vie. Bon, oui. Non, mais ce que je veux dire, ça me fait penser à la polémique suite aux propos du préfet entre une claque et au lit. Préfet de l'Hérault. Mais quand j'ai vu, quand j'ai vu, je veux dire, les réactions de certains politiques, mais on se dit, mais dans quel pays on vit, quoi? Pathétique. Et la LFI, un signalement à l'article 40, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il y a un moment, on vit dans quel monde? Vu la situation, c'est-à-dire que les gens dans la rue disent, mais oui, ils sont pas sérieux. Qu'est-ce que vous avez engagé là, Reims, sur les expulsions? Racontez-nous, parce que c'est intéressant. Vous travaillez, vous avez mis en place une cellule de veille tranquillité résidentielle. Avec la ville de Reims et la présidente de la communauté urbaine de Grand Reims, Catherine Vautrin, donc nous travaillons main dans la main et nous avons mis en place il y a maintenant à peu près 2 ans
une cellule de tranquillité résidentielle. Chaque mois, nous réunissons autour de la table les bailleurs sociaux, le procureur, le sous-préfet, le DDSP, le directeur de la sécurité départementale, donc le commissaire, le directeur de la police municipale, et nous faisons le relevé de toutes les incivilités ou les remontées de terrain que nous avons des habitants. Et nous faisons un travail chirurgical, adresse par adresse, et nous amenons des solutions que nous amène la police nationale. Dans un hall d'immeuble, d'immeuble, par exemple, il y a dégradation ou installation d'un trafic. Voilà. Paf, excellent. Immédiatement, on intervient. Mais ça ne suffit pas. Oui. Et donc, nous avons voulu aller plus loin. Parce que moi, je ne peux plus entendre chaque semaine, soit sur mes visites de terrain ou dans mon bureau à l'hôtel de ville, des gens qui viennent et qui me disent, monsieur le maire, aidez-nous à déménager, on n'en peut plus parce que telle famille nous pourrit la vie ou les enfants trafiquent de drogue, etc. Et donc, nous appliquons une loi de 1989, votée par la gauche, je le précise, qui peut nous permettre de pouvoir expulser, au moins de mettre en place des ruptures de baux. Faut la faciliter. Voilà, pour les faciliter, quand une famille ou je veux dire, dégrade la vie dans un secteur ou dans un quartier. Donc nous avons voté au conseil municipal la semaine dernière et au conseil communautaire également jeudi dernier cette convention que nous signons demain. Alors je dirais qu'on a été rattrapé par la réalité parce que nous avions un peu anticipé et travaillé sur le sujet bien avant. Et donc demain je signe avec Catherine Vautrin, le procureur de la République, le DDSP et le sous-préfet cette convention. Et on va assermenter également des références sécurité pour chaque bailleur, ce qui permettra d'être plus réactif, notamment dans la prise en compte de toutes ces dégradations, et à partir de là, de faciliter les ruptures de baux pour les familles qui... Dans ce que vient de dire Arnaud Robinet, on a là le sillon qui peut dessiner un début de solution nouvelle et qui ne soit pas une redite de la scène d'estrade, le jeu d'estrade qu'on a périodiquement. C'est décentralisation de l'autorité, cadre clair, simple, avec pas de devoir sans droit, pas de droit sans devoir au niveau national, et la gradation dans l'accompagnement de la responsabilité. Vous venez ici, bon, ça va pas le gamin, est-ce que vous êtes prêt à être accompagné pendant 1 an? Donc ça veut dire tout le dispositif d'accompagnement, il ne faut pas que ça soit que les fonctionnaires, il faut voir les associations, l'éducation. Ok, on accompagne. 2, on voit qu'il y a des problèmes psychiatriques, peut-être que les parents, donc l'accompagnement médical. 3, on sort le gamin de la famille. On sort le gamin de la famille, ça existe. On le sort, on l'isole, on essaie de le sauver. Et le sortir du quartier. Malheureusement, parfois, c'est pas toujours respecté. Alors, on va poursuivre. 11h48, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h51. Allez, 11h51, quelques minutes encore. Vous esquissez quelques solutions pour essayer de... Alors, je vais revenir sur, évidemment, ces émeutes. J'ai des questions à vous poser. Était-ce, parce que vous êtes observateur de terrain, donc vous connaissez bien le terrain, était-ce de la délinquance avant tout? Y avait-il des revendications communautaires ou était-ce simplement une défiance à l'autorité de l'État? Il n'y avait pas de revendication particulière et c'était une défiance ni autre. Non, ni aucune autre. revendication. C'est ce qui m'a marqué. Aucune revendication. Le prétexte de la mort de Naël et je dirais on peut pas le comprendre. Il n'y avait aucun lien. C'était vraiment une défiance vis-à-vis de l'autorité et dégradé pour dégrader. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, je vais vous dire, malheureusement, dans la nuit du juillet à vendredi, les forces de l'ordre ont été dépassées parce qu'on s'attendait pas ça à Reims. Et donc, je visualisais grâce à la vidéoprotection qui a d'ailleurs montré toute son utilité, ce qui passait sur le secteur et l'intervention des forces de l'ordre. Mais quand je voyais des mamans à 2h du matin rentrer tranquillement chez elles avec les sacs ou les caddies du commerce qui devaient être saccagés, je me dis il y a quand même un sujet, c'est-à-dire qu'on avait les enfants qui dégradaient et qui saccageaient, et les mamans derrière qui venaient piller et qui entraient. Donc là, on a quand même, j'ai l'impression de vivre dans un autre monde, franchement, dans un autre monde. Et donc là, ce qui est intéressant, sociologiquement, mais par rapport aux solutions même que nous devons apporter, c'est que moyenne d'âge 17 ans, donc ça va de 12 ans à voilà. Mais c'est le fait également que 60%, 70% des interpellés sont inconnus du service de police. Et je me suis dit, tous ces jeunes qui participent, du moins à ces pillages, à ces dégradations, ce sont
des jeunes que moi je rencontre lorsque je vais à l'école, quand je vais dans les collèges pour présenter ce qu'est l'institution de l'hôtel de ville, la mairie, lorsque je fais les distributions de dictionnaires, etc. Donc ces jeunes avec qui on est en contact et qui là sont partis dans l'expression, bien qu'elle soit un petit peu en décalage avec la dureté, le drame de la situation de Gremlins. Oui, c'est-à-dire c'est tout mignon la journée et des monstres la nuit. Et ça c'est très important parce que il y a aussi une dimension psychiatrique, quasi de l'ordre de l'anthropologie, par rapport au fait qu'aujourd'hui, politique, police, etc., citoyens, on a l'impression qu'il y a un monde parallèle. Ce monde parallèle nourri de situations sociales particulières, d'une désagrégation de la notion morale de responsabilité dans la famille et vis-à-vis de la société. Faut l'analyser, savoir d'où elle vient. Un peu l'instruction civique, elle n'existe plus. Et dans un deuxième temps, vous avez aussi quelque chose qui est quand même important. Moi, je dirais pas c'est la faute des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, sur la planète entière, les gens jouent aux jeux vidéo. Et on n'a pas des émeutes sur la planète entière. Par contre, on a des gamins qui passent 4-5 heures dans un monde parallèle, au moins, qui est numérique, qui est à travers un écran. Et ça, je crois que c'est aussi un petit peu un sujet. Alors je dis pas que c'est le sujet, mais que l'école, on s'en occupe pas, que du point de vue sanitaire social, on s'en occupe pas. Est-ce que vous, en tant que parent, vous diriez qu'il n'y a pas un dispositif à mettre en place lorsque votre gamin passe 4-5 heures dans un endroit ? Bon, 4-5 heures, vous avez des gamins qui passent 4-5 heures aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que c'est une prise de conscience nécessaire, parce qu'il y a moins de 10 ans, les pouvoirs publics distribuaient des écrans gratuitement dans les écoles. Hein. Voilà. Donc, faut pas non plus jouer au plus malin, mais quand même. Vous savez, ça fait des années qu'on se dit comment aller choper cette génération, enfin cette tranche d'âge, les 15-17. Parce que dans les quartiers, enfin dans toute la ville, si je prends l'exemple de Reims, nous avons des activités. Je prends cet été, 140 activités gratuites pendant tout l'été pour tous les jeunes de la ville. Nous avons également, pendant la période scolaire, après le périscolaire et à partir de 17h jusqu'à 19h, des activités, des prises en charge dans les maisons de quartier, des associations. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais nous le faisons. Mais on a cette tranche d'âge, 15-17, qu'on n'arrive pas véritablement à capter. À capter. C'est là à attirer. Et là, il y a une vraie question. Donc, ça fait des années, moi, depuis que je suis maire, depuis 2014, avec les animateurs, avec les maisons de quartier, avec les associations, on est en train d'essayer d'imaginer des choses pour capter ces jeunes. J'avais une proposition à l'époque, était la dotation d'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on considérait que pour chaque gamin, on avait un moyen financier, c'est-à-dire une allocation de départ, et accompagné par des structures à la fois publiques et associatives, vous devez monter un projet. En plus, vous pouvez mettre votre dotation ensemble, c'est-à-dire vous pouvez mettre à 7-8, vous mettez ensemble, et vous montez soit une structure, soit vous montez un projet d'éducation, mais quelque chose qui est entreprenant, engageant. Ça fonctionne, et c'est ça, pour dire que là on parle de jeunes, mais c'est pas toute la jeunesse, parce que nous avons aussi des jeunes de 15 à 17 ans qui entreprennent, qui créent, qui innovent, qui participent à des dispositifs où justement ils s'impliquent dans la vie de la cité et ils récoltent de l'argent pour ensuite faire un déplacement. Je rappelle qu'essayer de trouver des solutions, c'est garantir la sécurité pour tous. Je voudrais quand même le rappeler, et notamment la sécurité pour les commerçants. Première des libertés. Première des libertés, c'est la sécurité. Bien, merci messieurs. Merci à vous. Merci. Passionnant. Merci. 11h56, vous êtes sur Sud Radio. Nouvel invité dans un instant, juste après les infos de midi, Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h11. Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Rapidement, un peu de géographie. La Seine-Saint-Denis, combien d'habitants ? 1 650 000. 1 650 000. Grand département ou pas très grand ? Oui, grand département, 40 communes, étendu, très dense, très urbanisé, très dense, au nord-est de Paris. Donc oui, un grand département. Oui, un beau département, et aujourd'hui qui accueille de très nombreuses entreprises. Combien d'entreprises à peu près ? La Seine-Saint-Denis, c'est le département, par exemple en 2022, qui a été le plus créateur d'entreprises après Paris. C'est après Paris. Chaque année, depuis maintenant plusieurs années, on est dans le top 5, dans le top 10 des créations d'entreprises. C'est le 3e contributeur au niveau national à la TVA. Et en 20 ans, l'emploi, malgré une forte désindustrialisation dans les années 80-90, eh bien ces 20 dernières années,
l'emploi a bondi de 30% en Seine-Saint-Denis. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours un taux de chômage très élevé, parce que bien souvent, la nature des emplois créés ne correspond pas à la qualification des hommes et des femmes qui y vivent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu majeur sur l'éducation, la formation, la qualification. Taux d'emploi encore élevé, malgré la baisse du chômage. Et malgré l'installation de très nombreuses entreprises en Seine-Saint-Denis qui donc n'emploient pas sur le territoire. Déjà, il faut remarquer que dans l'ensemble du pays, le taux de chômage des jeunes est plus élevé que la moyenne nationale, et quand on est dans un département très jeune comme la Seine-Saint-Denis, plus jeune, même le plus jeune de la France métropolitaine, eh bien cette question du taux de chômage est impactée par la difficulté d'un certain nombre de jeunes à trouver des emplois, parce qu'il faut le dire, il y a des niveaux de qualification qui ne sont pas suffisamment élevés par rapport aux emplois créés sur le territoire. Une évaluation des dégâts des émeutes en Seine-Saint-Denis uniquement. J'ai pas le chiffre. C'est difficile, parce que entre les bâtiments publics, la voirie, les bus, les commerces, c'est difficile de faire une évaluation. Mais c'est des dégâts importants, il faut pas le dire. Oui, c'est un des départements qui a été le plus touché. En tout cas, il a été touché comme d'autres. Oui. Mais il a été touché, oui. Il a été même sérieusement touché. Et le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, invité hier de France Inter, a estimé que le premier employeur de Saint-Denis, c'était probablement le trafic de drogue. Alors, il s'est excusé, je crois. Il vous a même appelé. Il a tenté de m'appeler. Ah, il a tenté de vous appeler. Mais que lui répondez-vous ce matin sur Sud Radio ? Que c'est irresponsable, c'est indigne, et surtout ce sont des propos faux et stigmatisants. Stigmatisants parce que le trafic de drogue, le trafic de stupéfiants en Seine-Saint-Denis, comme malheureusement dans beaucoup de départements, territoires urbanisés, dans des métropoles, mais même on voit ces derniers mois, compte tenu de l'échec de la politique de lutte contre les stupéfiants dans notre pays, s'étendre à des villes moyennes. Il faut dire que le trafic de drogue, c'est d'abord les habitants de ces quartiers qui en subissent les conséquences nuisibles chaque jour, parce que c'est de l'insécurité, c'est de l'occupation des halls d'immeubles, c'est de la violence. Donc c'est d'abord les habitants de ces quartiers qui en subissent les nuisances. Et donc il faut et puis contrairement à au fantasme qu'a véhiculé Geoffroy Roux de Bézieux, le trafic de stupéfiants, c'est l'économie de la drogue, c'est une économie très libérale, et donc il y a quelques têtes de réseau qui gagnent certainement beaucoup d'argent, mais ça ne ruisselle pas, comme dans toute économie libérale. Donc ce fantasme des territoires qui vivraient grâce à l'économie de la drogue, c'est mal connaître la réalité. Alors c'est vrai qu'il y a une suite à ses propos, Il n'a pas dit que ça, et il a valorisé la Seine-Saint-Denis en disant que de nombreuses entreprises effectivement travaillaient, s'étaient installées et travaillaient en Seine-Saint-Denis. Mais vous vous rendez compte, quand on est le patron des patrons, qu'on a la chance comme lui de faire une des matinales les plus écoutées de France, on se laisse aller à un propos de comptoir sur une station de grande écoute, c'est pas digne parce qu'en plus il est censé savoir, il siège avec moi au conseil d'administration du comité d'organisation des Jeux Olympiques, il sait ce qui se passe actuellement, il sait les chiffres que je vous ai donnés, il connaît des chefs d'entreprise pourtant qui ont fait le choix de la Seine-Saint-Denis, sont mobilisés. Moi, depuis hier matin, j'ai reçu plein d'appels de chefs d'entreprise. Il anéantit en quelques secondes, quelques minutes, tous les efforts que nous développons depuis des années pour transformer ce territoire, pour accélérer sa mutation, pour développer des transports collectifs, pour changer le regard et l'attractivité de ce territoire, pour développer l'économie de ce territoire. C'est vraiment indigne. Alors, Stéphane Troussel, vous êtes très engagé, évidemment, et votre département l'est, vous êtes très engagé dans l'organisation des Jeux Olympiques de 2024, dans toutes les conversations. Arrive le sujet, après les émeutes qui se sont produites la semaine dernière, j'entends, et vous entendez comme moi, les uns et les autres dire... Ah, mais ça va être dramatique, les Jeux Olympiques de 2024, comment va-t-on assurer la sécurité? Et l'embrasement que nous avons vécu là va peut-être se produire en 2024. Comment allons-nous faire? Alors, Stéphane Troussel. Bon, est-ce qu'on pourrait déjà revenir un tout petit peu à ce qui s'est passé et remettre les choses dans l'ordre? S'il y a eu des graves incidents, des exactions, des violences, des dégradations que j'ai condamnées fermement
parce que on résout rien par la violence. Et vous étiez un partisan de l'appel au calme, vous? Bien sûr, de l'appel au calme, de l'apaisement. Non, je dis ça, vous avez compris pourquoi je dis ça. Bien sûr, parce que je sais aussi qui est victime d'abord des dégradations et des violences. C'est la mère de famille qui n'a pas pu déposer son enfant, qu'elle élève seule, à la crèche départementale que j'ai dû fermer. C'est le salarié qui n'a pas pu prendre le bus, qui a été incendié dans un dépôt à Aubervilliers. C'est le demandeur de logement qui n'a pas pu se rendre à la mairie de l'île Saint-Denis parce que elle a été incendiée. Donc il faut condamner absolument ces violences et ces dégradations. Mais remettons les choses dans l'ordre. Parce qu'on fait comme si là, depuis quelques jours, on avait oublié. Mais il y a un jeune homme de 17 ans qui est mort, qui a été tué par un policier. Et donc, y compris, ça a fait l'objet d'une vidéo qui a permis de révéler ce drame tragique. Donc, arrêtons de tout mélanger. Notre pays a connu la crise des Gilets jaunes, notre pays a connu les grandes manifestations contre les retraites, ça n'a pas empêché les touristes, les visiteurs et les spectateurs des JO de se ruer sur la billetterie qui a été lancée. La différence avec les Gilets jaunes ou avec les manifestations contre les retraites, c'est que là, il y a eu effectivement cette émotion, et il y a eu ce rassemblement et cette colère après la mort de Naël, mais il y a eu autre chose. Il y a eu une délinquance pure et dure, une délinquance et une volonté de défier l'autorité de l'État et de détruire tous les symboles de l'État. Or, donc, imaginons que l'année prochaine, il y ait cette même volonté de détruire de défier l'autorité et de détruire les symboles de l'État. Monsieur Bourdin, je répète, est-ce que quand les Gilets jaunes se sont attaqués, par exemple, à l'Arc de Triomphe, est-ce que c'était pas un symbole de l'État et des institutions de ce pays, de l'histoire, de la nation, qui a été Mais ce risque, est-ce que ça a empêché les spectateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de se ruer vers la billetterie? Donc arrêtons. Et surtout, maintenant, j'ai envie de dire, la balle est dans le camp du gouvernement. Il a une responsabilité pour que dans l'année qui vient, il y ait des choix, il y ait des décisions, il y ait des mesures qui soient prises. Parce que quand même, pourquoi ce déchaînement de violence? Moi, je n'excuse rien et j'ai condamné ces violences. Mais il faut quand même essayer. Pourquoi ces jeunes, parfois très jeunes, se sont identifiés à Naël? Pourquoi? Il y a peut-être des questions à se poser. Enfin, ça fait des années que de textes sécuritaires en textes sécuritaires, il y a un certain nombre de phénomènes de violence qui se multiplient. Vous croyez que c'est la seule... Vous croyez que... Non. C'est la seule raison de la violence connue après? Non, mais Monsieur Bourdin, quand même... les contrôles d'identité à répétition, le tutoiement, la formation des policiers, la doctrine d'emploi des forces de police, de forces de l'ordre dans notre pays, qui commence à poser débat au moment de la crise des Gilets jaunes, dans les grandes manifestations contre la réforme des retraites, et maintenant à la suite de ce drame horrible. Il faut quand même se poser quelques questions. Pourquoi la formation des policiers de 36 mois en Allemagne quand elle est moins de 12 en France? Pourquoi il n'y a pas le même nombre de tirs mortels en Allemagne qu'en France? Pourquoi il n'y a pas autant de tirs mortels en zone gendarmerie qu'en zone de police? C'est peut-être des questions qu'il faut se poser. Pourquoi j'ai 53 ans, je m'appelle Stéphane, je vis depuis 53 ans en Seine-Saint-Denis, je suis né à Saint-Denis, je vis à la Courneuve, j'ai 2 garçons de 23 et 17 ans. Jamais, ni moi, ni eux, n'ont jamais été contrôlés. Jamais nous n'avons eu le moindre contrôle d'identité. Par contre, tous nos potes, qui s'appellent Mahmoud, Nassim, Boubacar, eux, les contrôles d'identité, c'est leur quotidien, y compris quand ils courent après un bus pour arriver à l'heure au boulot ou à l'école. C'est un fantasme, ça ? Non, c'est une réalité. Eh bien, quand on est un responsable politique, quand on est ministre, Premier ministre, président de la République, on se pose ce type de questions quand il y a quelque chose qui a échoué, quand il y a quelque chose qui... Ces questions-là seront pas posées, nous verrons bien, mais et doivent être posées, évidemment. Mais il y en a d'autres aussi. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Vous êtes d'accord? Oui. Je reviens sur l'autorité, le défi à l'autorité. Ce défi à l'autorité qui est... Vous le vivez. Regardez quand on s'en prend aux maires, quand on attaque les maires. C'est un vrai défi. Là aussi, il va falloir trouver des réponses. Alors, pour les Jeux Olympiques, moi, j'ai une question que je voulais vous poser depuis longtemps, c'est le travail au noir. Où est-ce qu'on en est de la chasse au travail au noir sur les chantiers des Jeux Olympiques? Bon,
d'abord, c'est pas les chantiers des Jeux Olympiques qui occasionnent du travail au noir ou du travail illégal. C'est d'abord le secteur du BTP. Oui, c'est d'abord mais attention. Vous avez raison. Vous avez raison. Néanmoins, Monsieur Bourdin. Mais vous avez raison. C'est d'abord les chantiers du BTP. Donc malheureusement dans ce secteur, oui. Il y a une pression sur les emplois, il y a une pression sur les salaires, il y a de la concurrence et donc malheureusement il y a du travail illégal. Et des sous-traitants qui emploient. Y compris parce que ces métiers sont souvent pas suffisamment attractifs. Mais je ne connais pas, je vous le dis, dans le délai, dans l'ampleur des chantiers et dans leur délai d'exécution, des mesures aussi draconiennes qui ont été mises en œuvre par notamment la Solideo, la Société de livraison des équipements olympiques, y compris avec une forte vigilance de quelqu'un qui ne peut pas être soupçonné d'être indulgent vis-à-vis du travail illégal, Bernard Thibault, l'ancien patron de la CGT. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu des faits, je dis bien... Il y en a encore ? Il y en a eu, y compris. Il y a encore des travailleurs sans papier qui travaillent sur les chantiers. Au moment où je vous parle, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu des faits avérés, il y a eu des procédures, il y a eu des sanctions, il y a eu des entreprises dont le marché a été interrompu parce que l'inspection du travail fait son boulot, parce que les autorités de contrôle font leur boulot, et donc à chaque fois. Et d'ailleurs, il y a eu même des travailleurs sans papier qui ont entamé une procédure contre les entreprises en question. Est-ce que ce matin, sur Sud Radio, vous pouvez me dire, je vous garantis, la sécurité des Jeux Olympiques sera assurée? D'abord, la sécurité dans notre pays, ça relève de l'État, ça relève du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez me dire, venez assister aux épreuves des Jeux Olympiques et vous serez en sécurité. J'essaye de ne pas faire de langue de bois. Donc, justement. Je considère que l'avancée des chantiers, la réalisation des projets, la mobilisation populaire, tout ça est en route et fonctionne plutôt bien. Il reste 2 sujets qu'il faut traiter et sur lesquels il doit y avoir une vigilance absolue. C'est la sécurité, pour avoir à la fois les effectifs, les moyens, la doctrine qui sera mise en œuvre pendant ces événements. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est prévu est suffisant? Écoutez, il reste 1 an pour travailler, pour que les entreprises de sécurité continuent. Dépêchez-vous alors. Pour que les entreprises de sécurité continuent de recruter, pour que les moyens de police et de gendarmerie soient adaptés. Aujourd'hui, ça recrute bien. Je suis pas, comment dirais-je, soupçonné d'être un partisan du ministre de l'Intérieur, mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, travaille, y compris travaille étroitement avec le comité d'organisation, avec les préfectures de régions et de départements, avec les collectivités locales, pour activer y compris les polices municipales quand il y en a, à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à l'île Saint-Denis, à Paris désormais, à Duny, au Bourget, à la Courneuve, autant de... Et donc il y a un travail étroit en commun qui est mené. La sécurité, je disais, premier des sujets. La question des transports. La situation actuelle en matière de transport, eh bien, ça nécessite là encore de beaucoup travailler. Et je vous avoue que le jeu de ping-pong permanent entre l'État et la région pour savoir qui va porter le mistigris des difficultés ou de la hausse des tarifs, ça suffit. Ça suffit. Il y a des décisions qui doivent être prises et qui doivent... Vous serez prêt rapidement. Oui, je le crois. Enfin, quand même, la France serait pas capable d'organiser un grand événement comme celui-ci. On en a réussi d'autres, quand même, des événements. La Coupe du Monde de football, l'Euro de football, la Coupe du Monde de rugby à la rentrée, des Champions League. Et il y en a une qui a été dans le chaos, mais on en avait accueilli d'autres. Donc, il faut arrêter comment dirais-je, cette sinistrose permanente et cette mise en cause permanente de notre pays. Enfin, quand même, on est un grand pays, on a des services publics, on a des moyens d'organiser un grand événement comme celui-là, et on doit en faire collectivement à la fois un moment de grande mobilisation, de fête populaire et aussi de fierté nationale. On va faire une démonstration de ce qu'on est capable de faire en matière de construction écologique avec des bâtiments qui sont aujourd'hui construits pour être adaptés au climat de 2050. Donc arrêtons en permanence de nous battre la coulpe sur nos difficultés supposées. Merci à vous. Roussel. Merci beaucoup. Il est 12h26. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. André Berkoff.